Salut les sportifs, salut les sportives. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Moselle Sport, la première de l'année 2023. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé les fêtes à manger sans m'arrêter. Il va vraiment falloir qu'on se remette en piste tous ensemble et ça commence par le sommaire. Qui dit nouvelle année dit nouveaux projets, nouveaux objectifs et nous allons nous pencher sur le cas de plusieurs sportifs mosellans dont nous attendons de belles performances en 2023. Ensuite, nous irons du côté de Terville et de Florange pour le match du TFOC face à Nantes, un match du haut de tableau en Ligue AF qui se déroule ce soir. Et ensuite, il sera temps de nous consacrer à notre invité du jour. Il s'agit de Delphine Venzo qui organise la Noctirun, une course en nocturne dans les rues de Metz la semaine prochaine. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a plutôt mis en jambes et je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre projet 2024. On remonte les chaussettes et c'est parti. Alors, je ne vais rien vous apprendre, une première édition de l'année sans Arnaud Desmerlet, c'est un peu comme un Noël sans sapin, mais il est là, parmi nous, sur ce plateau. Arnaud, comment ça va? Prêt à relever des défis cette année? Salut mon Mathieu, oui, en pleine forme, et pas de boule, mais en tout cas beaucoup de couleurs sur mon suite pour cette nouvelle année. Alors, des défis, j'en parlais, je t'en ai proposé un, c'était un petit peu de lister les sportifs mosellans dont on attend de belles performances sur l'année 2023. Ils sont nombreux à finalement quelques mois des Jeux Olympiques, ça approche très très vite. De qui est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui? Bon, on peut parler de beaucoup de personnes, mais tu sais que j'ai une affection toute particulière pour celle que j'appelle la petite fiancée de la Moselle. Tu sais de qui je veux parler évidemment? Bien sûr, Aurélie Muller. Oui, la nageuse originaire de Sarreguemines, qui aura 33 ans au mois de juin. On sait qu'elle est un petit peu maudite aux Jeux Olympiques. On se rappelle tous de 2016 et de sa disqualification à Rio. Elle n'était pas présente en 2020 lors des précédents Jeux Olympiques. C'est sa dernière chance finalement de briller à Paris 2024 et elle a envie de terminer sa carrière au moins en participant à cette compétition à domicile en eau libre, puisqu'elle a également fait du bassin. En eau libre, il y a deux façons de se qualifier pour ces Jeux de Paris 2024. Il y a les mondiaux l'été prochain. Alors l'été prochain, ça sera du côté de Fukuoka, au Japon. Sinon, il y aura une session de rattrapage en 2024. Ça sera du côté de Doha. En tout cas, sur ce qu'elle a montré en 2022, on peut penser qu'elle a les capacités pour se qualifier, même si on se souvient justement que lors de la dernière session de qualification pour les Jeux Olympiques de 2020, il fallait qu'elle soit dans les 10 premières. Elle avait terminé 11e. Donc on espère qu'effectivement, que les poupées vaudou autour d'Aurélie Muller, elles sont terminées, il y en a plus, et qu'enfin elle va pouvoir briller ou au moins participer à ces Jeux Olympiques de Paris. Pour l'ensemble de son œuvre, elle le mériterait. Alors qui dit Jeux Olympiques dit aussi athlétisme. Qu'est-ce que tu as dans ta besace de ce côté-là? Forcément, il y a deux athlètes mosellans que l'on suit avec attention depuis plusieurs mois. On va commencer par Quentin Bigot. Évidemment, Quentin Bigot, lui aussi, il a été vice-champion du monde. Maintenant, ça date un petit peu. C'était en Asie en 2019. Il a confirmé avec de très belles marques, souvent au-delà des 80 mètres, cette barrière symbolique pour les lanceurs de marteau. Malheureusement pour lui, il est souvent tombé sur plus performant. Encore l'été dernier lors des championnats d'Europe. Cette année, c'est un petit peu la répétition générale lors des mondiaux de Budapest en 2023, entre le 19 et le 27 août. Même si son objectif, vraiment à lui, ce sont les Jeux Olympiques, je pense qu'il a vraiment à cœur de briller vraiment à Budapest, une ville que tu apprécies tout particulièrement, que l'on connaît bien depuis le dernier Final Four de la Ligue des Champions de Metz Handball. En tout cas, lors de ces mondiaux, Quentin Bigot, il voudra enfin remonter sur la boîte lors de cette, comme je vous disais, ce dernier entraînement, entre guillemets, avant les Jeux Olympiques. Et l'autre athlète mosellan que l'on connaît bien, c'est Augustin B. On en reparlera, je crois, dans un prochain Moselle Sport. Il a changé de structure. Aujourd'hui, il veut se donner les moyens de briller, lui aussi. C'est quelqu'un qui, malheureusement, a été perturbé. On le voit sauter un petit peu, sans mauvais jeu de mots, fauché dans son élan par quelques blessures physiques à répétition. Il a du potentiel. Maintenant, pour
espérer aller aux mondiaux à Budapest et même aller aux Jeux Olympiques, il faut qu'il soit plus performant et régulier, surtout au-delà de la barrière, là aussi, de la barre symbolique des 8 mètres. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas atterri au-delà de cette barrière, entre guillemets, symbolique. Donc je pense que cette année 2023, elle est importante pour lui, pour se rassurer, et puis pourquoi pas, effectivement, avec cette nouvelle structure, essayer de participer aux mondiaux de Budapest. Alors Arnaud, on m'a raconté que tu avais beaucoup d'ennemis et que tu avais pris l'habitude d'imprimer leurs photos et de tirer à l'arc dessus un peu tes poupées vaudou à toi. Et Lisa Barbelin t'a peut-être donné quelques conseils. C'est vrai que Lisa Barbelin, on s'en souvient, elle est arrivée presque de nulle part lors des précédents Jeux Olympiques. C'était un ovni, elle avait à peine 20 ans, même pas je crois, de mémoire. Et elle avait brillé, elle avait été championne d'Europe, elle avait gagné des épreuves de Coupe d'Europe à la surprise générale. Malheureusement, aux Jeux Olympiques, on sait que c'est très particulier, hein, c'est la compétition d'un jour. Malheureusement pour elle, elle n'avait pas été très performante. L'année 2022, elle a été un peu... on parle beaucoup de santé actuellement en Moselle. On va dire une année 2022 sinusoïdale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a été performante en début d'année. Le 13 janvier 2022, elle a amélioré le record de France de tir à l'arc en salle avec 593 points. Un record détenu jusque-là depuis 2009 par Bérangère Chou, 592 points. Alors avec un point, mais on sait l'importance de ces tout petits points, c'est comme un athlétisme, c'est centimètres. Elle a été également championne d'Europe en salle en Slovénie, et puis derrière, elle défendait son titre en plein air à je ne sais plus où d'ailleurs, durant l'été. Elle avait été éliminée en 16e de finale, donc c'est vrai que cette année 2023, pour tous ces athlètes, finalement, c'est une répétition générale pour trouver ses marques et monter en puissance à Paris. En tout cas, je suis persuadé qu'elle voudra briller lors de ces compétitions. Alors bon, on va s'arrêter là sur la liste. Elle n'est pas exhaustive, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'autres sportifs en Moselle qu'on va essayer de suivre tout au long de l'année. On va aller sur tous les terrains. Parler un petit peu de Ilona Ribeiro. Tu as envie de parler de la révélation, Ilona Ribeiro, qui est en train de monter les échelons au sabre, peut-être? Oui, parce que je sais qu'elle t'a tapé dans l'œil, Mathieu, puisque effectivement... Au sabre, vaut mieux pas, quand même. Oui, je sais, encore un jeu de mots. En tout cas, elle a à peine 18 ans, cette sabreuse originaire de Cirque-les-Bains. Et c'est vrai que, alors pour les Jeux de Paris 2024, on va le dire tout de suite, elle est peut-être un tout petit peu jeune encore, parce qu'elle aussi vraiment entre la compétition chez les juniors, la compétition chez les seniors, il y a du monde devant elle, même elle le reconnaît, hein, elle est plus programmée pour Los Angeles 2028. En tout cas, sur ce début d'année 2023, il y a des étapes de Coupe du Monde en Hongrie, après il y aura des étapes à Paris, donc là aussi, progressivement, elle va prendre ses marques, elle va essayer de gagner des assauts vraiment chez les pros, de monter en puissance, et puis on ne sait jamais, 2024, ça arrive tôt, mais on ne sait jamais qui pensait que finalement Canon, que l'on avait eu lors d'une précédente émission avec Baptiste Deveau, il était venu je crois à Thionville, serait champion olympique, donc tout est possible, même si je le répète, elle est davantage programmée pour Los Angeles 2028. On n'est jamais à l'abri d'un pic de forme et d'une percée un petit peu subite au niveau des classements. En tout cas, c'est quelque chose qu'on lui souhaite. Alors comme je le disais, c'est pas une liste exhaustive que nous avons voulu faire aujourd'hui. On va continuer jusqu'aux Jeux Olympiques, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer tous ces sportifs et même ceux qui ne sont pas forcément destinés à être olympiens, mais on va essayer de faire un inventaire du sport en Moselle, comme on le fait chaque mardi. De toute façon, c'est notre projet, notre mission à Arnaud et à moi. Mais avant tout cela, une échéance qui est très très proche, puisqu'elle a lieu ce soir. C'est le match entre le TFOC et les Neptunes de Nantes. On va tout de suite passer à la pastille TFOC. Suivez toute l'actualité du TFOC avec Terville Lavage Auto. Alors Arnaud, on avait quitté les joueuses du TFOC face à Olomouc, plutôt heureuses, en pleine victoire après un match aller-retour en CEV Cup, le premier de l'histoire du TFOC. Et les fêtes ont été plutôt courtes pour elles. Oui, c'est vrai qu'on a laissé les joueuses de Terville-Florange s'imposer face aux Tchèques. Hein. Victoire assez facile, même si c'est un peu en trompe-l'œil. Victoire 2 fois sur le score de 3-0. Mais c'est vrai que le match retour a été très compliqué. Tu étais aussi au sens de Terville. Et ceux qui ont eu la chance d'assister à cette rencontre ou de regarder le match au hasard sur Moselle TV, ils ont surtout assisté à une remontada incroyable lors du premier set, puisque de mémoire, là aussi, Olomouc menait 21-1
20-10 lors du premier set, et finalement ce sont les filles de Romain Pitou qui se sont imposées avec une équipe un petit peu remaniée. Moi, c'est ce que j'aime bien chez Romain Pitou, c'est qu'il savait que la qualification était quasiment en poche après la victoire du match aller. Il a fait confiance à ces jeunes et même à des joueuses qui jouent un petit peu moins, et ça a marché dans une ambiance juste de folie. Mais comme tu l'as dit, effectivement, ce match-là a eu lieu le 21 décembre, juste le temps de faire comme toi et moi, d'ingurgiter la dinde, de manger 2-3 peut-être forêts noires comme notre ingénieur du son préféré, Lola Wagner. Les dindes, tu veux dire. Les dindes. Et puis de penser à ce match contre Nantes ce mardi soir, donc 3 janvier. Alors Nantes, c'est un gros morceau, on va le voir tout de suite au classement. Avec 12 matchs, eh bien, il y a 11 victoires, un seul petit faux pas face à Mulhouse en novembre. Mais pour toi, c'est une équipe qui n'est pas imbattable dans l'absolu. Alors c'est une équipe qui mérite vraiment ce qui lui arrive, puisque c'est vrai qu'après 12 journées, c'est quand même quasiment, on est à mi-championnat. Malgré tout, j'estime que cette équipe de Nantes, elle est largement prenable. Je m'explique. Sur les 7 ou 8 premiers du championnat, elle a affronté ses adversaires à domicile. Alors oui, tu vas me dire, il faut gagner à domicile. Mais sur la phase retour, il faudra confirmer. Cette équipe nantaise, elle n'a pas joué à Cannes, elle n'a pas joué au Canet, elle n'a pas joué au TFOC. Elle a gagné des fois ric-rac contre le VNVB, 3-7-2. Elle a pris 3-0 à domicile contre Mulhouse, c'était début octobre, alors que le TFOC a perdu d'un rien, 18-16 dans le tie-break du 5e set à Mulhouse, en Alsace. Donc cette équipe de Nantes, elle a des qualités, elle a des joueuses exceptionnelles, surtout qu'elle a récupéré des joueuses que l'on connaît bien ici à Therville-Florange, puisqu'il y a Isaline Sagé-Weider et surtout Taylor Mims, la pointue qui est passée par le VNVB et TFOC. Alors justement, parlons-en, oui. Ça va être des retrouvailles intéressantes entre ces joueuses et le TFOC. Elles ont fait une belle histoire avec cette équipe. Je pense qu'elles sont contentes de revenir, que ce soit Isaline ou Taylor Mims. Isaline, elle est restée qu'1 an, mais je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi bien, en tout cas collectivement, avec des résultats aussi probants. Et Taylor Mims a changé de dimension. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est à Nantes, qui est l'un des meilleurs clubs français, si ce n'est le meilleur club français du moment. Elle était courtisée par pas mal de clubs. Elle a 25 ans. Grâce à Romain Pitou, elle a vraiment étoffé sa palette. Avant, c'était une pointue qui vraiment jouait sur sa puissance. Aujourd'hui, elle a mis un petit peu plus de technique, de douceur, de rondeur dans son jeu. Et je pense qu'effectivement, l'aventure humaine au TFOC, c'est ce qu'on retient. Le TFOC, il n'y a pas de star. La star, c'est peut-être Romain Pitou, c'est peut-être le coach, mais il n'y a pas de star, en tout cas dans l'effectif. Donc je pense qu'effectivement, toutes ces joueuses-là seront ravies de se retrouver, d'avoir peut-être une petite tape sur les fesses de Kendall White avant le début du match, mais une fois sur le terrain, voilà, il n'y aura pas de sentiment entre les ex-joueuses du TFOC et les filles de Romain Pitou. Il y aura aussi le souvenir des playoffs de l'année dernière. C'est quelque chose qui a été marquant du côté de Therville-Florange. Oui, effectivement. Là aussi, c'est peut-être... il y a la demi-finale contre le Canet, le match aller avec la défaite, mais c'était la première fois, ou l'une des premières fois que le TFOC jouait les playoffs face à Nantes, qui a un autre budget, avec un entraîneur qui est toujours le même, qui est Cyril Hong, qui est coach assistant du côté de l'équipe de France. Cette équipe-là, elle était armée pour jouer le titre, pour aller plus loin. Et lors de ces quarts de finale de play-off, c'est le TFOC qui s'est imposé à l'aller comme au retour, avec un match retour significatif, puisque le TFOC s'impose là-bas, avec la manière, avec ce COP incroyable que l'on connaît maintenant au sens de Therville, qui avait mis le feu en Loire-Atlantique. Et je pense que du côté de Nantes, on l'a un petit peu en travers de la gorge. Se faire sortir par le petit poussé de Therville-Florange, même si c'était mérité, c'est pas forcément passé. Et je pense que cette équipe nantaise, elle va vouloir se rattraper, même si ce premier match de l'année, il est un petit peu particulier. Il y a eu cette trêve, la dynamique, elle est un peu coupée. Les joueuses, pour la plupart, sont parties en Hongrie, comme Greta Kiss, aux États-Unis, comme la plupart des joueuses américaines des deux clubs. Donc on va voir comment ça va se remettre en ordre de marche. En tout cas, je pense que ça va être très, très serré. Mais si je devais faire un petit pronostic, j'espère et je souhaite que le TFOC s'impose et garde son invincibilité à domicile. Et comme j'aime le spectacle, un petit 3-2 pour le TFOC. Alors, si on regarde un petit peu plus loin que ce match, et on imagine que c'est ce qu'a fait le staff du TFOC du meilleur général, le mois de janvier va être extrêmement dense. On annonce plus de 5000 km de déplacement entre le championnat, la CEV Cup. C'est dantesque pour une équipe comme celle-ci. Oui, je crois qu'il y a 8 matchs en 25 jours. C'est un petit peu comme Metz Handball, finalement, pour faire le parallèle. Sauf que
tu le sais très bien, Metz Handball maintenant est habitué à faire ses déplacements, ses transports, à un petit peu plus de moyens quand même financiers que le TFOC. Pour le TFOC, tout ça c'est nouveau. Et en plus, durant cette période, il y a 1 ou 2 matchs à domicile. Donc c'est vrai que ça va être très très compliqué. Des déplacements en minibus avec un chauffeur de gala, puisque c'est Romain Pitou qui conduit. Donc effectivement, là aussi pour l'aventure humaine, c'est génial, ça va renforcer les liens. Après, sportivement, attention, ça peut être compliqué, d'autant plus qu'en CEV Cup, c'est l'ogre Istanbul qui va se présenter en 8e de finale. Le TFOC pourrait laisser peut-être des plumes lors de cette période, peut-être lâcher des points dans la perspective des playoffs, donc ne pas trop en lâcher. C'est pour ça que vraiment ce premier match de cette année 2023 est important, et si possible commencer cette année par une victoire pour justement réenclencher une dynamique positive. Alors, l'actualité du TFOC n'a jamais été aussi bouillante et ce n'est pas vraiment pour nous déplaire. Et je le répète, ça commence ce soir avec le match face à Nantes que vous pourrez retrouver bien sûr sur Moselle TV à partir de 19h55. Il y aura Arnaud Desmerlet comme on l'a dit et il sera accompagné comme d'habitude d'Anne Neu aux commentaires. On s'attend à un match incroyable et ça va être très intéressant d'observer la dynamique de ce haut de tableau. Mais pour le moment, on tourne une page et il est le temps de passer à notre invité du jour. Alors elle est directrice de Planète Aventure Organisation, elle est professeure de yoga, investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle fait partie de l'organisation de la Noctirun, une course en nocturne dans les rues de Metz. C'est Delphine Venzo, elle est avec nous sur le plateau. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors bienvenue parmi nous. Alors j'y reviens, prof de yoga, traileuse, triathlète, raideuse. Le sport, c'est toute votre vie finalement. Vous êtes bien renseigné sur moi en attendant. Oui, c'est vrai que quand on est passionné, en général, on ne se limite pas toujours à une seule discipline et on est un petit peu curieux et touche à tout. Et voilà, on essaie de concilier à la fois sa pratique personnelle et sa pratique professionnelle. C'est le cas dans ce qu'on développe à Planète Aventure Organisation. Alors on imagine que les journées sont plutôt denses au milieu de tout ça, mais il y a une organisation intéressante, celle de la Noctirun qui a lieu la semaine prochaine. En quoi ça consiste finalement ? Donc c'est une course urbaine. Nous, ce qu'on a voulu proposer depuis l'année dernière, c'est vraiment un format de course qui soit un peu différent de ce qui existait jusqu'à présent dans le paysage des courses à pied messines. C'est-à-dire on est sur une course qui commence entre chien et loup, puisque le départ se fait à 17h, mais on va vite basculer dans la nuit, donc une course nocturne. Mais surtout, on est sur une course urbaine, un peu de type trail urbain, c'est-à-dire un parcours un peu accidenté, avec des escaliers, avec des chicanes, voilà, qui soit quelque chose de ludique, qui est d'abord fait pour se faire plaisir, et aussi pour découvrir la ville sous un angle peut-être un petit peu différent. Alors l'année passée, vous aviez accueilli plus de 1000 participants, je crois. À quoi s'attendre cette année ? Ça a pris un peu plus d'ampleur ? Alors on espère effectivement faire mieux, d'autant plus que l'année dernière, on était encore limité par les restrictions sanitaires. Ça paraît un peu fou maintenant avec le recul quand on y pense. Donc on espère avoir 1500 participants cette année, oui. Alors, quel type de profil on retrouve dans cette course ? On a l'impression que ça attire des coureurs confirmés, des amateurs de trail, des personnes qui font ça de manière régulière, mais aussi des amateurs, des gens entre guillemets plus lambda qui se prêtent au jeu finalement. Tout à fait, on a exactement les deux profils, c'est-à-dire beaucoup de sportifs et de coureurs confirmés. On voit qu'il y a pas mal d'inscriptions de clubs, voilà, que ce soit des clubs de course à pied, des clubs de triathlon, des gens qui viennent courir un petit peu comme ça dans l'esprit club, mais aussi, et ça c'est vraiment la marque de fabrique des événements qu'on organise, cette notion de convivialité et d'accessibilité, de faire en sorte qu'on peut aussi venir y participer juste pour le plaisir de courir, de faire ce parcours dans la ville, voilà, en prenant du bon temps sans être nécessairement dans une recherche de performance sportive à tout prix. Ça manquait, ce type d'événements qui sont vraiment finalement inclusifs et qui permettent à tous de se prêter au jeu ? En tout cas, nous, ça fait partie vraiment de ce qu'on cherche à développer dans notre association et je pense que ça a vraiment sa place dans le paysage sportif messin.
Alors, il y a aussi une dimension un petit peu sociale, sociétale, puisque l'année dernière, vous aviez reversé un chèque à la fin de la course à Informel, une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est toujours quelque chose qui anime vos événements finalement. À quoi s'attendre cette année? Est-ce qu'il y a encore des choses nouvelles de ce côté-là? Exactement. Donc nous, ça fait aussi partie de nos engagements et de nos objectifs en tant qu'association de sensibiliser le grand public aux violences faites aux femmes. Donc pour ça, on le voit à l'écran, il y a le message de prévention pour le 3919 qui est inscrit sur le dos de tous les t-shirts distribués aux participants. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste pour que tous les coureurs le portent pendant la course. Il y a une visibilité au niveau du message qu'on recherche. Et puis après, effectivement, on soutient le dispositif informel qui est le dispositif d'accueil messin des femmes victimes de violences. L'autre dimension sociale, c'est aussi l'inclusion dans l'équipe d'organisation de jeunes qui sont suivis par des éducateurs de prévention spécialisés, qui sont peut-être en difficulté d'insertion, en décrochage scolaire, et qui vont être vraiment intégrés à cette équipe d'organisation. C'est une manière pour eux de faire partie d'un projet, de rencontrer d'autres personnes et d'être valorisés dans cette organisation. C'est une expérience qui est souvent très positive pour eux. Alors c'était justement une de mes questions. Combien de personnes il faut pour organiser une course comme celle-ci? Parce que ça demande quand même pas mal de soutien. C'est une course en pleine ville avec tout ce que ça incombe comme problématique, comme difficulté d'organisation, de balisage. Ça doit demander beaucoup de force vive. Exactement. L'année dernière, on était sur une dizaine de bénévoles au kilomètre, ce qui est énorme en fait comparé à une course de type marathon ou même un trail en forêt, parce que on peut pas faire un balisage classique dans le centre-ville parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de vitrines et donc les balisages, les coureurs ont du mal à les suivre si on les met au sol ou même si on les accroche sur le matériel urbain. Donc en fait, on est obligé de placer des signaleurs quasiment à chaque intersection, ce qui explique le grand nombre de bénévoles. Donc là, pour l'instant, on a une 60-80 personnes qui se sont déjà portées volontaires et dont des jeunes du service national universel qu'on essaye aussi d'intégrer à nos événements. Donc on est bien, voilà, on va être bien accompagné, ça c'est sûr, mais c'est une organisation particulière et du fait que c'est la nuit aussi évidemment. Forcément, oui. Alors chez Planète Aventure Organisation, c'est pas le seul événement de l'année. Vous avez aussi la Saharienne ou le Metz Trophy Aventure qui sont des événements qui sont reconduits maintenant depuis de nombreuses années. Que va réserver l'année 2023? Quels sont les grands projets? Le Metz Trophy, effectivement, qui reviendra pour la 8e année consécutive. Et puis, donc, on organise aussi 2 fois par an des yogas géants contre les violences faites aux femmes. Un qui a lieu le 8 mars et un qui a lieu le 25 novembre, qui rassemble aussi de plus en plus de monde. Donc pour nous, le sport, on le pratique au quotidien dans des projets divers, mais c'est aussi un support qui permet de rassembler et de sensibiliser les gens à des messages de prévention ou de sensibilisation. Alors on l'a compris, hein, les événements, c'est tout au long de l'année. Ils sont toujours plutôt inclusifs avec une dimension sociétale. Et on sera présent à la Noctirun avec une frontale sur le front, donc le 15 janvier, avec grand plaisir. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés pour celle-ci. Merci Arnaud pour ton analyse et ton inventaire des sportifs mosellans sans faille. Merci à toi. Merci aux équipes techniques. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau Moselle Sport. D'ici là, ça se passe aussi sur moselle.tv, mais surtout sur toutes les pistes. Transpirez bien pour éliminer les excès des fêtes et à bientôt.